Bonsoir à tous, bienvenue à notre webinaire avec la société Advicen, qui est une société pharmaceutique dans le domaine des maladies rénales rares. Nous avons le plaisir d'être en présence de Didier Lerens, directeur général. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Et Isabelle Kervella, qui est directeur financier d'Advicen. Bonjour aussi à vous. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Alors, les objectifs ce soir, c'est de bien sûr bien comprendre qui est Advicen, votre activité, où vous en êtes dans votre développement, et aussi de bien comprendre l'augmentation de capital qui est proposée jusqu'au 17 juillet. Voilà, comment on peut participer, qu'on soit actionnaire ou pas actionnaire d'Advicen, quelles sont les modalités, pourquoi vous faites une augmentation de capital. Donc, vous allez tout nous expliquer. Et n'hésitez pas vous-même également à poser des questions. On les voit apparaître à l'oral, à l'écrit, et on pourra y répondre à l'oral. Voilà, sans plus tarder, je vais laisser la main aux deux dirigeants d'Advicen qui vont se présenter, qui vont et commencer à expliquer leur Advicen. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Donc moi je suis Didier Lerens, je suis directeur général d'Advicen depuis maintenant 4 ans. Et voilà, donc on a une partie qui est plus une partie de présentation de l'entreprise, puis je laisserai la parole à Isabelle sur les parties financières. Et voilà, on parlera aussi de l'opération et ensuite on se fera un plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions. Comme d'habitude sur ce type de présentation, un disclaimer pour voilà, c'est lié au fait que nous soyons cotés. Advicen, comme vous l'avez dit Jean-Baptiste, c'est une société pharmaceutique, ce qu'on appelle une pharmaceutique de spécialité qui est centrée avec un objectif très précis qui est un objectif de création de valeur autour de 4 piliers. 1, l'innovation. 2, le fait qu'on soit à un stade commercial sur notre principal produit en Europe. 3, qu'on a une expertise réglementaire forte, puisqu'on a un produit qui a obtenu une autorisation de mise sur le marché en Europe, et ce même produit, on souhaite obtenir une autorisation de mise sur le marché aux États-Unis. Et enfin, on a une organisation qui est optimisée et très légère. Innovante dans les maladies rares, ça c'est vraiment notre spécialité, avec un produit principalement, qui est le premier produit et seul produit actuellement autorisé dans le traitement de l'acidose tubulaire rénale distale en Europe. Il répond à un besoin médical important et il pourrait traiter une population d'environ 75 000 patients qui ont besoin d'une prise en charge améliorée, non seulement dans la première indication, qui est la nôtre, mais aussi et surtout dans la deuxième indication, qui est la cystinurie, à la fois aux US et aux États-Unis. Le produit est protégé jusqu'en novembre 2031, protection brevetaire, et des extensions, on appelle des certificats complémentaires de protection jusqu'en 2036 dans un certain nombre de pays qui autorisent ce type de protection, comme la France, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni. Par exemple, l'Allemagne n'a pas ce type de protection. Et puis aux États-Unis, on y reviendra, on a une option pour ce qu'on appelle la Patent Term Extension, qui est également une extension brevetaire entre 2 et 5 ans. On est une pharmaceutique de spécialité au stade commercial. Je crois qu'aujourd'hui, il y en a finalement pas tellement côté sur la place de Paris. On a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 5,3 millions d'euros en hausse de 9%, dont 2,7 millions sur notre principal produit qui est Sibnayal, qui a affiché une hausse de son chiffre d'affaires de 29%. Si on regarde les ventes de Sibnayal à l'échelon européen, à la fois les ventes que nous consolidons nous en direct et celles de nos partenaires, Sibnayal aujourd'hui est un produit qui réalise un chiffre d'affaires de un peu plus de 6 millions, puisque la comptabilisation finale est de 6,3 millions d'euros en hausse de plus de 130%. On a un remboursement qui est à plus de 10 000 euros par an par patient dans quelques pays de l'Union, mais le remboursement globalement dans l'Union européenne et en particulier en France reste un domaine très complexe, très compliqué. Dans nos piliers, expertise réglementaire élevée, je vous l'ai dit, AMM en Europe, ce qui est déjà remarquable pour une société de notre taille, et encore plus remarquable, voire exceptionnel, c'est que les résultats de phase 3, donc les résultats qui ont servi de support à l'AMM européenne, serviront également de support
à l'AMM ou en tout cas au dossier d'enregistrement aux États-Unis. C'est, comme je l'ai dit, exceptionnel. Bon, la FDA est quand même très pragmatique sur ce sujet-là, mais il faut l'avoir en tête. Le dépôt de ce NDA, donc de cette demande d'enregistrement, est prévu au T4 2025. Autre point important, c'est que, comme je vous l'ai dit, il y a 2 indications possibles, acidose tubulaire et cystinurie. Dans les 2 cas, on a une désignation orpheline pour le produit, même produit de désignation orpheline aux États-Unis, qui confère 7 ans d'exclusivité de marché. Puis dernier point, dans la cystinurie, là encore, dans le cadre des discussions avec et des progrès des discussions qu'on a pu avoir avec la FDA, c'est un marqueur biologique qui est accepté dans l'étude pivot cystinurie. Alors ça ne dit pas grand-chose, pas forcément grand-chose à tout le monde, mais c'est un point majeur sur la faisabilité technique des études. J'y reviendrai, je passerai quelques secondes dessus. Enfin, dernier point, on est une organisation qui est optimisée, très souple, très légère, centrée sur des fonctions clés. Et c'est grâce aussi au partenariat qu'on a en Europe pour le produit qu'on peut avoir une structure aussi légère. Et puis on a un contrôle extrêmement strict de nos ressources avec un cash burn mensuel 2024 et qui était aux alentours de 300 000 euros par mois, ce qui est, vous en conviendrez, relativement limité pour une valeur de notre secteur avec des ambitions américaines. Sibnaya, la DV7103, c'est donc ce fameux produit qui est au stade commercial. De quoi on parle? C'est un produit qui aujourd'hui est mis sur le marché en Europe et au Royaume-Uni dans le traitement de l'acidose tubulaire rénale distale, je vais y revenir. Chez l'enfant, à partir de 1 an. C'est exceptionnel d'avoir des produits qui ont une autorisation de mise sur le marché pour des enfants aussi jeunes. Pourquoi? Parce que la formulation et surtout la forme pharmaceutique de microcomprimés est particulièrement adaptée à l'enfant et l'OMS considère que c'est une forme pour l'enfant qui est équivalente à une suspension buvable. Donc ça, c'est un élément qui est fondamental à bien comprendre. La TRD, c'est une maladie du très jeune enfant. C'est dès qu'on va s'apercevoir que l'enfant a une problématique de croissance, il va falloir commencer à le traiter. Donc, je vous l'ai dit, le chiffre d'affaires en Europe et dans les pays du Golfe était de 6,3 millions, en hausse d'un peu plus de 230%. Très bonne croissance en France, très bonne croissance en Allemagne. Aujourd'hui, il y a plus de 450 patients qui sont traités dans l'Europe entière, Royaume-Uni et pays du Golfe, et on gagne à peu près 10 patients par mois. Alors comme ça peut paraître peu, mais encore une fois, on est dans une maladie rare. C'est une maladie qui nécessite un traitement chronique au long cours, dès l'âge de 1 an. Et je peux vous dire que jusqu'à présent, on n'a aucun malade qui abandonne son traitement pour quelque raison que ce soit d'inefficacité, soit de intolérance majeure. Et en 2024, on a eu les premiers patients dans les pays du Golfe. Les pays du Golfe, c'est intéressant parce que dû à la consanguinité, il y a une prévalence et une incidence surtout qui est plus importante que dans les pays européens ou aux États-Unis, même si la population est plus courte. Et comme je vous l'ai dit, le produit, il est distribué par des partenaires. Donc, on est une société innovante. On est une société innovante dans le traitement de maladies rénales rares. Sibnayal, c'est une association fixe à libération programmée de 2 molécules, citrate de potassium d'un côté, bicarbonate de potassium de l'autre. Comme ça, quand on dit citrate de potassium, bicarbonate de potassium, ça fait pas rêver les foules. On n'est pas sur de la thérapie génique, on n'est pas sur des carticelles. C'est des médicaments qui sont connus depuis des lustres, qui ont un rôle majeur dans l'alcalinisation, et il n'y a pas d'autre moyen pour traiter l'acidose que d'utiliser ce type de produit. Leur vrai souci, c'est que c'est des produits qui sont absolument horribles à prendre. C'est très mauvais au goût, c'est des quantités industrielles à prendre, c'est des prises 4 à 6 fois par jour. Donc vous imaginez que pour des gamins de 1 an, 2 ans, 3 ans, et en plus en âge scolaire, c'est excessivement difficile de suivre le traitement. Donc il fallait un traitement qui puisse être pris en 2 prises par jour, facile à prendre,
Et les microgranules et à libération prolongée se sont révélés être la forme pharmaceutique la plus adaptée. Donc, c'est un traitement unique qui est adapté à cette prise en charge à long terme des patients. Dans les études cliniques, on a des suivis à plus de 6 ans. On a aujourd'hui des patients, on a un recul de plus de 10 ans sur certains patients. Donc, vous imaginez bien qu'il y a, il y a peu de produits qui peuvent se targuer d'avoir un recul aussi important. Donc l'efficacité au long cours, l'adhésion au traitement qui est élevée, hein, on le voit dans les études cliniques, et un excellent profil de tolérance. 2 indications possibles, comme je vous l'ai dit. Un, l'acidose tubulaire rénale distale, dont on a l'AMM, dont on a le statut de médicament orphelin aux États-Unis et sur laquelle on travaille à l'obtention ou en tout cas au dépôt du dossier de demande d'enregistrement. Et puis une deuxième indication qui est plus importante encore que la DRTA, c'est la cystinurie. Là encore, on a un statut de médicament orphelin aux États-Unis et en Europe, et on est en train de finaliser avec la FDA le plan de l'étude, ce qu'on appelle l'étude pivot, qui est en fait l'étude de phase 3 pour l'enregistrement futur du produit. ADV 7103, c'est un produit qui change la vie des patients. Vraiment. On n'a pas un médecin qui nous demande mais à quoi ça sert, pourquoi vous avez développé ce produit. Ils sont tous unanimes sur le bien fondé du produit et je pense que c'est un point qui est très important. Pourquoi? Parce que les options existantes avant l'arrivée de Sibnayal, comme je vous l'ai dit, c'était des options à 3 à 6 prises par jour. C'était des effets secondaires très importants, très fréquents, parce que quand vous donnez des agents d'alcalinisation, je ne sais pas si certains dans l'audience ont des souvenirs de biochimie, mais l'estomac, c'est un milieu acide. Quand vous donnez des grandes quantités d'alcalinisants, le pH de l'estomac il remonte en flèche et vous avez des problèmes gastriques qui sont très très inconfortables. C'est un goût qui est excessivement désagréable. Je mets au défi quiconque d'avaler du citrate de potassium ou du bicarbonate de potassium. C'est pas la même chose que le bicarbonate de sodium. Hein. C'est pas la même chose que le bicarbonate qu'on utilise pour se blanchir les dents. Et puis, dans la plupart des pays, il n'y a pas de, c'est même pas dans la plupart des pays, c'est qu'il n'y a pas de médicament. Il n'y a pas un médicament prêt à l'emploi. Ce ne sont que des préparations magistrales. Enfin, dernier point, ce sont des traitements qui ne sont pas standardisés. Dans les 28 patients qui étaient dans l'étude clinique qu'on a conduite en Europe, il y avait 27 traitements différents. Voilà. À base de citrate et de bicar, mais des posologies qui étaient différentes, soit du citrate seul, soit du bicar et du citrate, soit du citrate seul, etc. etc. ADV 7103, on est arrivé avec 2 prises par jour, une très bonne tolérance gastro-intestinale, pas de goût, un médicament qui était prêt à l'emploi, et c'est le seul médicament qui est autorisé dans la TRD. Donc, on a un produit qui est vraiment adapté à la prise en charge de cette pathologie, à la fois DRTA, mais aussi cystinurie. Sur la partie de la gestion réglementaire maintenant, et je pense que c'est presque le plus important, au-delà de la qualité intrinsèque du produit. Les discussions qu'on a eues avec la FDA nous ont ouvert des portes qu'on n'aurait pas imaginé pouvoir ouvrir. Il faut bien avoir en tête qu'on est en 2025. Les premières discussions avec la FDA datent de 2015 ou 2016. Donc vous voyez que c'est quand même des discussions à très long terme. Et on est parvenu à convaincre la FDA qu'elle pouvait évaluer le dossier d'enregistrement qu'on va déposer à partir des données européennes. Pourquoi? Parce que ces données européennes, elles ont suivi des patients pendant 6 ans. Elles ont généré un set de données de tolérance et d'efficacité qui est exceptionnel pour une maladie rare, exceptionnel chez seulement 28 patients. Et là où je reconnais le pragmatisme de la FDA, c'est que la FDA a considéré que bah, les 28 patients qu'on a traités en Europe, plus les données de pharmacovigilance, plus d'autres données de vie réelle, bah, finalement, ça ne servait à rien de dupliquer le même essai aux États-Unis pour obtenir exactement les mêmes résultats. Donc, on s'appuiera sur les deux études qu'on a réalisées en Europe. Un, la B21, qui est la démonstration de l'efficacité et du profil de tolérance à court terme, et la B22, qui est un
suivi au long cours des patients jusqu'à 72 mois qui montrent la très bonne tolérance à long terme et puis surtout le gain sur la croissance des patients et la préservation de la fonction rénale. Parce que ce qu'il faut voir dans la acidose tubulaire rénale distale, c'est que ce sont des enfants qui grandissent mal, qui ont des conséquences très sévères, comme des retards de croissance, des ostéomalacies. L'ostéomalacie, c'est les os qui ont du mal à se solidifier. À terme, c'est ce qu'on appelle une néphrocalcinose, une insuffisance rénale chronique. Donc, le plus important chez ces gamins, c'est de préserver leur croissance et de préserver leur fonction rénale. C'est ce qu'on a pu arriver à démontrer dans cette étude à 6 ans. Et puis, encore une fois, pas d'effet indésirable et pas d'alerte de pharmacovigilance depuis la commercialisation. Ces données ont convaincu la FDA qui nous a demandé quelques données supplémentaires, hein, d'accord. En particulier, elle voulait s'assurer que les patients qui ont été inclus dans l'étude sont des patients sévères, donc des patients qui ont vraiment une acidose profonde. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on a vérifié et je peux vous confirmer que c'est des gamins et des patients globalement qui ont une acidose profonde, et puis que surtout, on n'avait pas d'impact sur le pH gastrique. Parce que ça, c'est quand même un point très important. Et a priori, il y avait pas de souci là-dessus, puisque la formulation, elle permet de libérer les produits après l'estomac. Mais malgré tout, ils ont voulu vérifier. Et on a récemment, avec la FDA, on a montré à la FDA ces données complémentaires qui a validé le chemin pour un dépôt sur lequel on est en train de travailler. Donc, depuis 2 ans et demi, entre la désignation orpheline dans la TRD, la désignation orpheline dans la cystinurie et les gains qu'on a obtenus sur le dossier lui-même d'enregistrement dans la DRTA, on a quand même fait des progrès extrêmement importants. Donc, on prépare aujourd'hui le dossier d'enregistrement pour le marché américain. Je pense qu'il y a finalement assez peu d'entreprises qui ont à la fois un dossier, un produit accepté sur le marché européen et dans le même temps prêt à enregistrer ou en tout cas en déposer une demande d'enregistrement aux États-Unis. C'est ce que je vous disais, hein, toutes les données additionnelles ont été validées. Et puis nous, en interne, on a l'organisation qui est en place. On est parfaitement dédié au projet. On a des livrables qui sont en ligne avec les plans qu'on avait imaginés. L'année dernière, on avait imaginé un plan de soumission de l'ordre de un peu plus d'une année. On est dans les purs. La soumission du NDA, donc de la demande d'autorisation aura lieu au T4 de cette année, avec une autorisation attendue à la fin du T3 2026. L'autorisation et la date d'autorisation attendue, elle s'appelle une PDUFA date et on l'aura vraisemblablement, si tout va bien, en début d'année prochaine. Un petit mot sur la cystinurie, parce que c'est la deuxième grosse indication. Si la DRTA, je vous l'ai dit, hein, DRTA cystinurie, 75 000 patients entre l'Europe et les États-Unis. La DRTA, c'est dans sa forme génétique, c'est 4 à 5 000 patients dans chacun des territoires. C'est une quinzaine de milliers de patients dans les formes acquises. La cystinurie, c'est entre 30 et 40 000 patients. Donc, on a un marché qui est bien plus large que la DRTA et c'est une maladie qui est très bien connue, très bien caractérisée, exclusivement génétique et qui, elle aussi, est très compliquée à traiter. Très compliquée à traiter parce qu'il faut donner, là encore, des doses importantes d'agents d'alcalinisation. Encore une fois, 3 à 6 fois par jour, dont une prise qui serait la plus importante, c'est la prise nocturne, la prise au milieu de la nuit, parce que c'est au milieu de la nuit que le pH urinaire descend le plus bas et que c'est à ce moment-là que le risque de cristallisation de la cystine est le plus élevé. Comprenez bien que en 2 prises par jour, on arrive à préserver, à maintenir le pH, y compris à des niveaux élevés autour de 7, 7,5, y compris durant la phase nocturne. Donc,
On a fait un meeting de type C avec la FDA au T4 de l'année dernière, en se mettant d'accord avec la FDA sur un design d'une phase 3, d'une étude pivot pour déposer et pour essayer d'obtenir l'AMM. Et sur la base d'un principe qui est très important, c'est un critère principal biologique. Jusqu'à présent, dans toutes les discussions, dans tous les échanges qu'il y avait pu y avoir avec la FDA, ils voulaient un critère clinique. On a réussi à les convaincre qu'un critère clinique, ça n'est juste pas possible. Ça n'est juste pas possible parce que le nombre de patients à inclure dans cet essai et la durée de l'essai conduirait à un coût qui serait exorbitant et impossible à mener dans le cadre d'une maladie rare. Donc, on est en train de travailler avec la Mayo Clinic aux États-Unis sur la solubilité de la cystine, qui est le critère sur lequel on s'est mis d'accord. On va avoir des résultats là, dans les prochaines semaines. On va refaire un meeting avec eux avant la fin de l'année pour bien baliser, se mettre bien d'accord sur l'étude, le design et le critère. Ensuite, on déposera une demande de ce qu'on appelle une IND, donc pour obtenir l'autorisation de démarrer les essais cliniques. Là encore, c'est un projet qui est extrêmement important pour l'entreprise. Je vous l'ai dit tout à l'heure, propriété intellectuelle et protection. Donc le produit, je vous l'ai dit, il est protégé par la désignation. Il est d'abord protégé par trois familles de brevets, des brevets de formulation qui protègent la combinaison fixe citrate bicarbonate de potassium et dans une formulation à libération programmée. Expiration 2031, novembre 2031 aux États-Unis et aux États-Unis. Je vous l'ai dit, il y a des certificats complémentaires de brevets dans les pays où on peut. Et puis, petit rappel, c'est que quand vous avez développé un produit et que à visée pédiatrique, vous obtenez 6 mois d'exclusivité de marché supplémentaire au-delà de la péremption de votre brevet, donc ce qui veut dire 6 mois au-delà de novembre 2031. Et puis aux États-Unis, je l'ai dit, on est éligible à la Patent Term Extension, donc une extension brevetaire qui peut aller jusqu'à 5 ans. Voilà, donc on est en train on a vérifié qu'on était éligible à cette PTE et donc c'est un élément très important. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le produit, le marché, où on en est. Maintenant, il a échappé à personne que on avait des échéances bancaires et des échéances de dette importantes sur le milieu de l'année, le milieu de cette année. Donc, depuis maintenant plusieurs mois, on travaille à une restructuration financière profonde. On s'est mis d'accord dans le cadre de cette restructuration, d'abord avec la Banque européenne d'investissement, d'accord, qui nous avait accordé en 2019 un prêt de 20 millions d'euros, dont on a tiré 12 millions et demi en 2 tranches. La première tranche de 7 millions et demi qui devait être remboursée en juin, elle est repoussée à juin 2027, à la fois sur le principal et sur les intérêts capitalisés. On a un taux d'intérêt qui augmente un petit peu à 9% versus 8, 5% en capital, en intérêt capitalisé, 4% en cash. Jusqu'à présent, on était à 7% en capitalisé et 1% en cash. Et la tranche B, la deuxième tranche qui a été tirée en 2022, remboursement principal et intérêt capitalisé qui était prévu en décembre 2027 est repoussé en décembre 2029 avec des taux d'intérêt inchangés. Et puis dans le cadre de ce contrat global, on a un accord de paiement de royalties à la BEI qui était de 3% jusqu'à 50 millions d'euros, qui est augmenté à 4%. L'ensemble des royalties et des niveaux de royalties au-delà de 50 millions restent ceux qu'ils étaient depuis l'origine. Et dans le cadre de cette renégo et de cette restructuration financière, il y avait nos 2 PGE, un avec BNP Paribas, l'autre avec BPI France Financement. Le remboursement est gelé jusqu'en novembre 2026. Le paiement final aura lieu fin 2028. Donc ça décale là encore de 2 ans le calendrier des paiements. En revanche, on s'est engagé à continuer à payer les intérêts. En règle générale, dans ce type de restructuration,
le principal est repoussé ou en tout cas amendé, mais vous restez redevable du paiement des intérêts. Isabelle, je te laisse la parole sur la partie financière. Merci Didier. Bon, rebonjour à tous. Alors on peut parler effectivement dans le compte de résultats, notamment de la performance des ventes sur l'année 2024 en comparaison à l'exercice 2023. Donc on se focalise sur le chiffre d'affaires. Donc, comme on l'a indiqué précédemment, on a vendu pour 4,9 millions d'euros en 2024, dont plus de 2 millions d'euros de Sibnayal, notre propre produit. Donc l'année précédente, on avait réalisé un tout petit peu moins de 4,5 millions de ventes. Dans ce chiffre d'affaires Sibnayal, qui augmente de 14% entre 2023 et 2024, on a une très belle contribution de la France qui fait plus 40% entre l'exercice 23 et l'exercice 24. Donc, ça traduit qu'il y a de plus en plus de patients qui sont soignés, qui sont mis sous Sibnayal, notamment en France. C'est le cas aussi pour d'autres contrées. On a évoqué l'Allemagne un peu plus tôt. En lien avec ces ventes reconnues de Sibnayal et également de deux autres spécialités que l'on distribue en France, qui s'appellent l'Icosam et Levixen, on a également des revenus qu'on appelle les revenus des partenariats et qui sont des royalties des ventes de Sibnayal. Quatre des partenariats que nous avons conclus en Europe et au Moyen-Orient. On a une première partie de revenus du chiffre d'affaires quand on vend nos produits à nos partenaires et un second morceau de revenus qui est là des royautés sur les ventes que les partenaires réalisent dans leur géographie. Et la combinaison de ces ventes plus ce morceau complémentaire qu'on appelle les royalties sur les ventes, ça forme l'intégralité du revenu que l'on touche sur Sibnayal et c'est ce qui mène à des niveaux de chiffre d'affaires de Sibnayal de l'ordre de 6 millions d'euros, 6,3 millions pour l'exercice 2024. Je voudrais vous présenter la performance opérationnelle vraiment sur cet aspect courant et non courant. En 2024, on a eu vraiment plusieurs éléments qui ont marqué de façon assez significative la performance. On t'entend moins bien, Isabelle. Ou c'est moi? Isabelle, on ne vous entend plus. Oui, on t'entend plus, Isabelle. Je pense que c'est revenu. Ah oui. Oui, ça y est, c'est revenu. Ouais. Ouais. Alors, excusez-moi, j'ai une petite interruption Internet. Donc, dans ces éléments, nos périmètres de performance entre les deux années, on a notamment un revenu exceptionnel de 3,5 millions d'euros qui est lié au fait que nous avons réussi avec notre partenaire de longue date Primex à négocier une sortie par le haut du contrat qui nous liait. On en a parlé en termes dans les grandes lignes et dans notre communiqué de presse sur les résultats et de façon très détaillée dans notre document d'enregistrement universel que vous pouvez trouver sur notre site internet. Je vais juste rappeler que sur ces 3,5 millions d'euros qui ont été conclus globalement, on a touché fin 2024 1 750 000 euros en cash. L'autre million est à recevoir en décembre 2025 et les 750 000 euros derniers seront à toucher en juin 2026. Autre élément qu'il faut neutraliser du coup, de notre performance vraiment opérationnelle, ce sont, et vous êtes habitués à ça, les remises AAP, donc que l'on doit à l'État français, qui se sont élevées à 2,3 millions pour 2024 et un complément de rattrapage sur 2023 à hauteur de 0,6 millions d'euros versus 1,5 million en 2023.
On rappelle aussi qu'on a dû mettre fin à un projet qu'on développait depuis plusieurs années, qui était le projet de développer notre propre ensacheuse. Donc on appelle une stick pack. Donc ce projet a été arrêté, donc on a déprécié l'actif qu'on avait constitué depuis plusieurs années. Alors c'est un impact qui est non cash dans la trésorerie d'Advicenne. En revanche, c'est vrai que dans le compte de résultat, ça a pesé pour 1,6 million sur le premier semestre 2024 et au total de l'année 2024 pour 2023. Donc, on voit bien, une fois qu'on a retraité ces éléments qui ne sont pas des éléments traditionnels de l'activité d'Advicenne, on voit bien qu'on a une perte opérationnelle courante qui est certes présente, à moins 3,3 millions, mais qui présente quand même une amélioration de près de 30% par rapport aux 4,6 millions de résultats opérationnels courants de l'année 2023. Pour revenir sur l'aspect cash, dans le tableau de flux de trésorerie, vous pouvez voir qu'en 2024, Advicenne a consommé un peu moins de 800 000 € sur sa partie activité opérationnelle, versus 6 millions d'euros en 2023. Cette amélioration notable, elle est liée évidemment directement à la progression de nos ventes, que ce soit Sibnayal, Lycosam ou Advicenne, qui génèrent tous les trois du cash qui rentre pour Advicenne, et également au contrôle très strict de nos dépenses et à l'allocation au plus juste de notre trésorerie disponible, et en l'occurrence à toutes les activités qui sont créatrices de valeur. On bénéficie aussi, dans nos besoins en fonds de roulement, de l'effet qui est très favorable de l'accord global de 3,5 millions de Primex. Pas grand-chose à dire en 2024 sur les investissements, puisque, donc, comme on vient de l'indiquer, on a stoppé le projet de lansacheuse. Les investissements relatifs à 2023 étaient liés à ce même projet. Et enfin, pour la partie financement, en 2024, comme en 2023, on a l'effet du remboursement des plans garantis par l'État, qui a été amorcé en 2023, continue en 2024. On avait bénéficié en 2023 d'une augmentation de capital nette de frais de 5,4 millions, et c'est ce qui fait l'écart entre les deux années. Donc, de façon globale, sur l'année 2024, on a une consommation de la trésorerie de 2 millions d'euros par rapport à une consommation nette en 2023 qui s'élevait à 3 millions d'euros. Merci Isabelle. Un petit mot sur la structure actionnariale de la société. Donc, le premier actionnaire de la société, c'est BPI France, d'accord, à hauteur de un peu plus de 21%, qui participe à l'augmentation de capital à hauteur de 1 million d'euros. Le deuxième, c'est CEMAG Invest, d'accord, qui est un family office qui détient aujourd'hui 18% de la société, qui ne participe pas sur cette augmentation de capital, mais qui a participé très largement à l'augmentation de capital qui a été conduite il y a maintenant 2 ans, ou un peu plus de 2 ans. Le troisième actionnaire, c'est un fonds de capital investissement de la région toulousaine, qui est Irdis Oridec Gestion. Ces 3 fonds nous accompagnent depuis maintenant de nombreuses années, en particulier BPI France et Irdis Oridec, qui nous accompagnent, je crois, depuis 2011 ou 2012. CEMAG Invest nous accompagne depuis 2017. Donc vous voyez quand même qu'on a un actionnariat qui est très structuré, qui est très structurant. On a un flottant qui aujourd'hui représente 56%. En droit de vote, c'est pas tout à fait la même chose, parce qu'en droit de vote, on est les 3 grands actionnaires représentent quasiment 50%, voire un peu plus. Voilà. Donc on a une structure actionnariale qui nous rend assez sereins. Ils sont là à nos côtés, ils nous accompagnent, et je pense qu'ils sont globalement assez satisfaits des résultats et de la façon dont on fait progresser l'entreprise, même si malheureusement on peut discuter à l'infini du cours de bourse. Moi je crois que
Ce qui est important aussi à noter, et on va parler de l'augmentation de capital avec maintien du DPS qui est en cours, c'est bien parce qu'on a cette structure actionnariale que on peut se permettre de choisir des opérations d'augmentation de capital qui essayent de préserver au mieux les intérêts des actionnaires individuels. Je peux vous dire que le conseil d'administration est extrêmement sensible à la dilution, extrêmement sensible à la préservation du cash et à l'utilisation du cash à destination de projets qui sont créateurs de valeur comme Isabelle, moi et l'ensemble de l'équipe, on est très attentifs. Et quand on lance une augmentation de capital, on lance une augmentation de capital de préférence avec DPS, hein, comme on l'a fait, en 2023, parce que là encore, il faut préserver l'intérêt des actionnaires. Et puis, on fait des opérations qui sont de taille modeste. Depuis l'IPO d'Advicen, au total, je crois qu'on a levé 17 millions. Je crois que 17 millions levés sur le marché pour financer une société qui aujourd'hui a un produit, son produit qu'elle a développé, qui est aujourd'hui commercialisé en Europe et qui est sur le point de déposer un NDA aux États-Unis. Je pense qu'il n'y en a pas pléthore, ou en tout cas, s'il y en a, elles ont certainement eu des besoins en capitaux un petit peu plus importants que les nôtres. Donc, le montant de l'ACA, 2,6 millions, en fonction des demandes, pourra monter à 2,9 millions en cas d'exercice de la Green Shoe. Le prix par action nouvelle est à 1,35. La parité de souscription, c'est 2 actions nouvelles pour 13 actions existantes, hein, donc pour 13 DPS. Il y a des engagements de souscription, donc elle est garantie à 100% ou à 99,6% cette augmentation de capital, hein, puisqu'on a 2,5 millions qui sont garantis, dont 1 million qui viennent de chez BPI France. Et j'ai moi-même investi dans le cadre de cette opération, parce que c'est bien, je comprends, je lis assez régulièrement que voilà, c'est qu'est-ce qu'il fait Didier Laurence, est-ce qu'il investit, etc. etc. C'est vrai que c'est assez facile de donner des plans, d'expliquer ce qu'on va faire, etc. etc. De dire qu'on a confiance, mais je pense qu'il faut des preuves de confiance. C'est comme en amour. L'amour, c'est surtout et avant tout des preuves d'amour, et la confiance, c'est surtout avant tout des preuves de confiance. Et le fait d'investir, je pense que c'est une vraie preuve de confiance. Les DPS sont cotés jusqu'au 15 juillet. Et la période de souscription, elle est jusqu'au 17 juillet. Je vais conclure. Je crois que on est fiers de ce qu'on fait. On est fiers de ce qu'on a réalisé. Je pense que c'est un élément, c'est un point qui est très important et que tout le monde doit comprendre. On a la chance d'avoir un produit qui répond à un besoin médical profond. Oui, il y a des difficultés sur le pricing et le remboursement, c'est sûr. Le marché européen est compliqué. C'est pour ça que les États-Unis, c'est un marché excessivement porteur. C'est pour ça que c'était très important de pouvoir valider le dépôt avec les données qu'on a. Et de ça, on ne peut être que fier de ça. Ça ouvrira la porte à un partenariat. Soyez-en sûrs. Et surtout, je suis fier de la mission qu'on conduit et de la façon dont on conduit cette mission. Le rôle d'une pharmaceutique, c'est de mettre sur le marché des médicaments qui répondent à un besoin et qui apportent du confort et du réconfort aux patients, à leurs familles et aux soignants. C'est notre rôle. Je pense qu'on essaye de le faire au mieux et je pense qu'on le fait pas mal. Merci Jean-Baptiste. Je vous laisse la parole. Oui, avant de passer aux questions, je trouve ça intéressant de montrer sur le site EasyBourse, voilà, comment on fait pour participer à cette opération, comment on la retrouve. Donc là, je suis sur le site EasyBourse, que vous connaissez certainement.
il y a bien sûr, on retrouve facilement le site Advicen en cliquant sur cette bannière-là, et puis on retrouve toutes les informations, le site Advicen, il y a une FAQ, et tout cela est expliqué. Ce que je voulais surtout montrer, c'est que dans la messagerie, on a mis des messages aux actionnaires Advicen. Donc là, je vais juste montrer comment on peut procéder de manière assez simple. Voilà. Donc il faut bien sûr être en mode connecté. Et là, par exemple, là, il y a un message qui a été mis il y a quelques jours sur cette opération qui explique les choses. Donc, il y a bien sûr un rappel du code d'ISIN d'Advicen. Et il y a aussi, donc au nouveau titre, hein, ce sera la même action qui sera créée. Hein, l'augmentation capitale, c'est la même action. Mais il y a les DPS, qu'on appelle le droit. Effectivement, si on va voir que vous pouvez acheter des DPS ou utiliser vos DPS. Voilà, donc je rappelle que les DPS, les droits préférentiels de souscription, peuvent être achetés avec un compte titre, mais ne peuvent pas être achetés avec un PEA. Voilà, et quand vous achetez ces DPS, après, vous pouvez les utiliser pour acheter des actions avec un principe qui est quand vous avez 13 droits, voilà, dans votre portefeuille, vous pouvez postuler à 2 nouveaux titres. Et dans ce cas-là, le titre est proposé au prix de 1,35 €. Donc, il y a 2 options. Il y a l'option à titre irréductible, où là, vous utilisez vos DPS et vous êtes sûr d'être livré. Et puis, il y a une deuxième possibilité, c'est de participer en plus de vos droits. Voilà. Et donc là, vous ne serez pas sûr d'être livré. C'est pour ça qu'on dit à titre réductible, parce que vous pouvez être réduit, vous n'êtes pas sûr d'être livré. Et donc, pour voir ça de manière assez concrète, comment participer directement en ligne à cette opération, il fallait cliquer sur la chose du bas, regarder bien sûr sur quel compte, là, en l'occurrence, mes actions Advicen sont dans mon PEA, donc je sélectionne PEA, et puis là, effectivement, j'ai notamment un petit topo pour m'expliquer effectivement comment je peux faire. Et donc là, effectivement, j'ai juste après à mettre mes instructions. Je souhaite participer à titre irréductible. Donc vous avez compris, là, si j'ai 13 actions, donc j'ai 13 droits, et donc je peux concourir pour 2 titres. Voilà, vous mettez 2 titres là. Si vous avez 130 droits, vous pouvez mettre 20 titres. Et puis, une fois que vous avez concouru à titre irréductible, vous pouvez aussi participer à titre réductible. Et dans ce cas-là, il faut juste indiquer la quantité de titres que vous souhaitez. Et puis, si vous ne souhaitez pas participer, voilà. Mais dans tous les cas, si vous ne faites rien, qu'est-ce qui se passe si vous ne faites rien? Eh bien, si vous ne faites rien et que vous avez des droits préférentiels de souscription qui vous sont dans votre portefeuille, eh bien, vous allez les perdre. Voilà. Donc, soit vous les vendez, soit vous les utilisez pour souscrire à cette augmentation de capital et donc souscrire à ces nouvelles actions au prix de 1,35 €. Voilà. Voilà le petit topo qui me semblait intéressant à faire. Donc, on peut revenir maintenant sur la présentation générale et aller à la séquence de questions. Donc, je vais remettre la présentation. Hop, voilà. Alors, je vais me faire l'intermédiaire des quelques questions que j'ai vu passer. Alors, premièrement, il y avait des questions assez pratiques. Tout à l'heure, vous aviez dit que vous avez une gestion serrée, optimisée. Donc, c'était juste une question, c'était de savoir combien vous aviez de salariés et où vous étiez situé. Voilà, plusieurs personnes voulaient mieux vous connaître. Donc, on est situé rue du Faubourg Saint-Honoré, près de la place des Ternes, à Paris. Et au total, on est 12. D'accord. Il y avait aussi d'autres questions. Alors, je regardais. Sur le prix de vente US, est-ce que vous avez déjà le prix de vente donc sur le Sibinal en France? Donc, vous avez parlé, je crois, de 10 000 €, c'est ça, par an. Est-ce qu'aux États-Unis, vous avez des perspectives d'avoir des prix plus élevés comment vous positionnez-vous sur ce prix du Sibinal? Alors, aux États-Unis, on a conduit des études de prix. Donc, on a une petite idée, même si le marché américain est particulièrement
compliqué à comprendre en matière de pricing, mais globalement, il faut retenir 2 chiffres. Il faut retenir un prix de 45 000, un coût pour les patients de 45 000 $ et un coût de prise en charge qui est aux alentours de 28 000 $. Voilà. Donc le chiffre, ça vous donne un petit peu, quand j'ai dit tout à l'heure, en Europe, on est aux alentours de 10 000. Ça vous donne un peu l'écart de prix qu'il peut y avoir aux États-Unis. C'est sans surprise, hein. C'est sans surprise. Aux États-Unis, globalement, les médicaments coûtent à peu près 3 fois plus cher. Donc on est dans cette épure-là. Alors, quand on discute avec des partenaires potentiels aux États-Unis, et comme quand vous faites ce type d'études de prix, en face de vous, vous avez des médecins ou des assureurs privés américains qui vous disent, voilà, moi, je serais prêt à rembourser ça. Oui, sauf que c'est pas forcément le prix de vente, et c'est ce que nous disent les Américains, c'est que sur des maladies rares aux États-Unis, il n'est pas rare de voir des coûts de prise en charge qui avoisinent les 100 000 €. Donc voilà, retenons on va dire entre 28 et 45, ou entre 25 et 45. Mais ça, c'est certainement, ça c'est vu de notre lorgnette européenne et pas forcément vu d'un acteur implanté aux US qui aura une bien meilleure approche du marché que celle qu'on pourrait avoir et qui pourrait être beaucoup plus agressif. D'accord, merci. Il y avait une petite question aussi. Vous avez dit tout à l'heure qu'on sortait très peu du traitement parce qu'il y avait très peu d'intolérance. Est-ce qu'on peut guérir? Est-ce que vous avez des patients qui sortent parce qu'ils sont guéris? Non. Autant la cystinurie et la DRTA ne sont pas des maladies dont on guérit. Ce sont des maladies qui sont des maladies génétiques. Donc, c'est des maladies qui durent jusqu'à la fin de vie, malheureusement. Le seul moyen qui pourrait exister pour que les patients guérissent au sens littéral du terme, ce serait une thérapie génique efficace, mais il n'y a pas de thérapie génique en développement sur ce type de marché. C'est trop petit et je pense qu'il y a un vrai problème économique autour de ces marchés et d'une thérapie génique. Donc, il faut quand même rappeler que la thérapie génique, ça coûte excessivement cher. C'est très, très compliqué les développements dans les thérapies géniques. Donc, à ma connaissance, personne ne s'est lancé dans cette optique-là. Donc, en fait, nous c'est ce qu'on appelle un traitement symptomatique. Et le traitement symptomatique, c'est on traite les symptômes de la maladie. Le symptôme de la maladie acidose, c'est l'acidose. Le symptôme de la maladie cystinurie, c'est des calculs à répétition. Donc c'est ça qu'on va venir prendre en charge. Et cette prise en charge, elle doit être au long cours. Parce qu'encore une fois, ce sont des maladies chroniques. Et donc, c'est en règle générale, quand ces patients-là sont mis sous traitement, ils n'en sortent pas. Ce qui en termes de valorisation est intéressant parce que c'est des patients dont il est assez simple de mesurer l'importance, parce qu'on a dit tout à l'heure 450 patients, oui, mais 450 patients, c'est finalement peu et beaucoup compte tenu de la pathologie, mais on a toujours un incrément de patients. C'est pas comme dans une antibiothérapie. Une antibiothérapie, une infection, vous traitez l'infection, le patient il sort de son infection et il y a un boom en hiver au moment de l'infection, et puis ensuite ça décroît. Donc on n'est pas du tout sur le même type de marché. D'accord. Merci. Il y a une question. Et ça offre une maladie chronique, hein, ça offre une bonne visibilité. Hein. Le diabète en est un excellent exemple. Une question un peu plus directe, un peu plus frontale pour vous. Monsieur Laurence, pouvez-vous nous donner vos 4 objectifs dans le cadre de votre salaire variable? Une échéance était à fin juin 2025.
je suppose que c'était le succès de la continuité financière d'Advicen. Bon. Alors, je ne pense pas que ça ait été disclosé dans le document universel. Petite précision, il ne s'agit pas des 4 critères de mon salaire variable, mais bien des 4 critères de l'attribution d'actions gratuites. C'est deux choses qui sont un tout petit peu, différentes. Pour répondre à la question de façon très directe, il y avait une partie qui était effectivement liée à la restructuration financière, mais pas que, puisqu'il y avait d'autres éléments. Et je vous rappelle quand même que on a 3 objectifs stratégiques. 1, l'enregistrement US. 2, le développement commercial en Europe. Et 3, la recherche d'un partenaire. Voilà. Alors, il y en a un 4e, puisqu'il y a 4 critères. Et sachez quand même que logiquement, quand vous avez une incentive à moyen terme, vous avez des critères qui ressemblent peu ou prou aux objectifs de l'entreprise. En ce sens, ce n'est pas très différent des objectifs à long terme d'un directeur général dans l'automobile, dans l'aéronautique ou dans n'importe quel business. D'accord, merci. Et il y avait quelques questions aussi autour de l'augmentation de capital, donc notamment relativement au prix d'exercice, donc des DPS qui est à 1,35 €, notamment par rapport au cours de bourse actuel. Comment ce prix d'exercice avait-il été déterminé? Est-ce que vous avez des précisions? Le cours de clôture au vendredi 27 juin était de 1,64. Donc, pour vous dévoiler un peu le dessous des cartes, pour faire référence à une célèbre émission d'Arte, 1,64 cours de clôture. Donc, il y a un conseil d'administration qui discute de la décote à appliquer sur le cours de clôture. Et voilà, on a une décote qui était aux alentours de 18% sur ce cours de clôture, qui est peu ou prou la norme dans une augmentation de capital avec DPS. On n'a rien inventé. Et donc, ça nous a conduit à 1,35. Et mécaniquement, le cours du jour où on annonce l'opération, il a tendance, comme dans toute augmentation de capital, à s'ajuster sur le cours de l'augmentation de capital. Alors, on pourrait nous dire, oui, mais c'est quand même beaucoup. Mais entre nous, si on avait, ou beaucoup ou pas beaucoup, après, c'est chacun voit comme il l'entend. Mais si on avait fait plus, le cours se serait ajusté encore plus bas. Si on avait fait moins, le cours se serait ajusté un petit peu plus haut. Donc voilà, ce sont des aspects purement techniques dans le marché. Ce qui est important quand même à avoir en tête dans ce cadre-là, c'est que, encore une fois, la DPS, c'est le meilleur moyen de préserver les intérêts de tous les actionnaires, et y compris les actionnaires individuels qui nous font l'honneur de nous soutenir. Voilà, on a un principe avec le conseil, c'est pas d'instrument ultra dilutif. Voilà, on a préservé ce principe depuis toujours. Voilà, c'est un mantra, c'est une constante. On fait des augmentations de capital de taille modeste, je l'ai dit au début de ce call. On a levé finalement peu d'argent depuis qu'on est coté. Alors, encore une fois, 1,35, je ne sais pas si c'est le bon prix ou pas le bon prix, mais en tout cas, il était important de maîtriser la dilution pour tout le monde. Et puis, je rappelle que dans une augmentation de capital, avec DPS, vous êtes, en tant qu'actionnaire, maître de votre dilution, puisque vous pouvez vendre vos DPS si vous voulez pas exercer. Donc, quelque part, dans une augmentation de capital avec DPS, contrairement à un placement privé, contrairement à des OCAPSA pour lesquels l'actionnaire individuel ne peut pas prendre part à l'opération, dans le cas d'une DPS, vous avez la liberté de participer ou pas.
et vous avez la liberté de maîtriser votre dilution par l'intermédiaire des DPS. Tout à l'heure, quand vous étiez sur le site d'EasyBourse, il y avait qu'est-ce que je peux faire. Vous avez été très clair. Vous pouvez vendre les DPS ou souscrire, ou si vous ne faites pas les deux, bah, vous perdez vos DPS et dans ce cas, effectivement, vous avez perdu une partie de la valeur. Voilà. Mais vous êtes au moins libre de vos choix. Il y avait une question qui est un peu dans ce sens-là. Quel est le coût de la souscription à cette augmentation de capital? Alors, la réponse, quand on est client EasyBourse, c'est très simple. Il n'y a pas de frais de courtage qui sont appliqués quand vous souscrivez à cette opération de capital. Donc, si ce que vous demandez en termes de nombre de titres et de montant des titres, c'est ce que vous allez payer. Il n'y aura pas de frais supplémentaires, de pourcentage appliqué par EasyBourse, de frais de courtage. Donc, ce que vous payez, c'est ce que vous aurez. Voilà. Et donc, vous pouvez le faire donc, en ligne sur EasyBourse. Effectivement, chez EasyBourse, sur les opérations sur titre, on a pour pratique de ne pas mettre de frais. Voilà, donc voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, j'ai l'impression qu'on a fait à peu près le tour des principales questions qu'il pouvait y avoir. Très bien. Eh bien, écoutez, un grand merci pour vous, un grand merci à tous les participants ce soir. Merci beaucoup Didier et Isabelle pour vos explications très claires. Et puis, je vais vous laisser le mot de la fin. Oui, merci beaucoup Jean-Baptiste. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé. Merci Isabelle de m'accompagner dans cette aventure. Et puis, encore une fois, on est fiers d'apporter un produit qui est important pour les patients et d'apporter du réconfort aux patients, à leurs familles et au personnel soignant. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.